Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce soir, le Grand Dialogue s'intéresse à un sujet particulier, la traite des personnes, qui regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains. On peut citer par exemple la prostitution, l'esclavage et le travail forcé. Alors, comment prévenir la traite des personnes? Ce sera le thème du Grand Dialogue et nos invités sont Pascal Reitjens, chef de mission de l'OIM au Mali, Fodje Tandjigora, chef du département sociologie à l'Université de Bamako, spécialiste de la migration, et Marabata Diarra, vice-président de l'association Gambana qui est au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Traite des personnes, de quoi s'agit-il, Pascal Reitjens? Tout d'abord, il s'agit d'un crime contre l'humanité, un crime contre les droits humains. Je pense que ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Alors, la traite de personnes, elle se définit principalement, il faut retenir quelques concepts. Le premier, c'est le concept de contrainte. D'absence de consentement, ou en tout cas, éventuellement, quand consentement il y a, c'est que ce consentement n'est pas pris dans de bonnes conditions. Et ensuite, la traite des personnes reprend toutes les opérations qui consistent à recruter les personnes, à transporter les personnes, éventuellement à les transférer d'un endroit à un autre, à les héberger contre leur gré la plupart du temps, et éventuellement aussi à avoir une autorité d'une personne sur une autre contre son gré, à des fins, et vous venez de le mentionner, éventuellement d'exploitation économique, d'exploitation sexuelle, mais également éventuellement à des fins de prise d'organes auprès de ces gens-là. D'accord. Fodje Tandjigora, est-ce que c'est un phénomène qui existe au Mali, la traite des personnes? Alors, il est difficile de dire que notre pays est totalement épargné de ce phénomène de traite des personnes humaines, parce qu'on a plusieurs réseaux de passeurs qui opèrent depuis le nord Mali vers le Niger. Donc il y a très certainement, n'est-ce pas, une certaine forme et l'ampleur. Alors on se demande c'est jusqu'à quel degré. Alors la Convention des Nations Unies qui encadre, n'est-ce pas, ce phénomène parle du recrutement, du transport, de l'hébergement, de l'accueil, donc sous la contrainte. Donc on sait qu'il y a plusieurs camps de migrants qu'on a pu recenser à Gao, et dans le désert à Tamanrasset. Donc on est en droit de penser qu'effectivement ce phénomène de traite, n'est-ce pas, existe également sur notre territoire, surtout que nous sommes un pays de transit vers d'autres pays et par voie de conséquence vers l'Europe. Marabata Diarra, vous êtes vice-président de l'association Gambana. Quel est votre point de vue sur la traite des personnes au Mali? Bon, ce que je peux vous dire, la traite des personnes, comme les personnes précédentes viennent de le dire, c'est difficile de mentionner ça au Mali, mais sauf nous, dans la région des Cailles, il y a ces phénomènes qui existent en contrepartie, comme disent les phénomènes d'esclavage. Alors, les phénomènes d'esclavage, par exemple, même hier, là, tout près, à Koulikoro, dans la région de Koulikoro, il y a une personne qui a été prise en otage et séquestrée pendant plusieurs heures, et il a fallu l'intervention de la gendarmerie. Excusez-moi, hier, quand vous dites hier, vous voulez parler de mercredi 26 février 2020. Exactement, oui. D'accord, poursuivez. Il y a une personne qui a été prise en otage à la région de Koulikoro et qui a été séquestrée pendant plusieurs heures, qu'il annonce son statut, qu'il accepte de dire que je suis esclave, mère esclave, père esclave. Il a fallu que l'État envoie des militaires, je crois 5 personnes au total, pour libérer cette personne-là. Et ils sont arrivés au tribunal et rien n'a été fait. Le juge les a tous classés nuls et les deux camps ont été libérés. Donc je peux dire qu'il y a traite de personnes au Mali. Et chez nous, dans la région des Cailles, je peux vous dire quand même il y a 3 ou 5 villages les personnes ont été expulsées de leur propre village parce qu'ils n'ont pas accepté le statut esclavage. Il y a un grand nombre de 105 personnes qui sont actuellement à Djema. À Bamako, il y a à peu près une centaine de personnes. À Yelimane, il y a au moins
115 personnes qui ont été expulsées de leur propre maison, qui habitaient depuis leur arrière-grand-père. Alors, donc, parce qu'il faut qu'ils acceptent d'être esclaves, voilà, pour leurs maîtres qui n'ont pas accepté d'être esclaves, ils ont été exclus de leur propre village. Alors, je peux dire qu'au Mali, il y a traite de personnes, mais je ne sais pas en dehors, mais au Mali, ça existe. Au-delà de l'esclavage, on sait que la région de Caille est une région bien connue quand il s'agit de migration. Alors, est-ce que les candidats à la migration, souvent irrégulières, sont victimes de traite des personnes, même si ce n'est pas au Mali, à travers le chemin qu'ils empruntent pour aller à l'extérieur? Oui, bon, actuellement, moi, je réside en France depuis plus de 41 ans. Bon, en France, ça n'existe pas, mais je sais que dans les pays voisins du Mali, pays voisins du Mali, le nord, vers l'Algérie, vers le Maroc. Vous voyez, ces genres de traite, bon, j'en ai eu des vidéos que les gens ont été traités, voilà, de cette façon admissible. Par exemple, j'ai même une vidéo que bon, j'ai mal préparée, je ne suis pas au courant que vous allez me demander. J'ai même une vidéo qu'une personne qui a été attachée, ligotée, et les gens en train de le dépouiller comme un animal. Je ne sais pas c'est quel pays. D'accord, merci. On voit certaines des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais difficile de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, Pascal Reytiens, quel est l'exemple qui concerne beaucoup plus le Mali concernant la traite des personnes? Est-ce l'esclavage? Est-ce d'autres types de formes? Je pense que la traite, c'est le corollaire aussi de la migration irrégulière, qui est elle-même le corollaire de l'absence de possibilité de migration légale. Et donc, en fait, on se retrouve avec des gens, et ça a été mentionné par l'intervenant précédent, qui éventuellement font appel à d'autres personnes, donc les passeurs, simplement pour aller d'un endroit à un autre, pour partir dans leur migration. Et là se retrouvent tous les dangers. Le danger, entre autres, d'exploitation sur les routes migratoires. Et je pense que c'est important de le rappeler. Quelqu'un peut éventuellement s'engager dans une migration, éventuellement irrégulière, ça arrive même quand les gens le font de manière régulière, et puis se retrouver dans des situations auxquelles elle ne s'attendait pas, auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Alors pour aller plus loin dans votre question, moi j'ai pris les chiffres du dernier trimestre 2019 du nombre de passages aux frontières du Mali, entre autres sur les personnes en situation plus ou moins régulière ou irrégulière, et on est à 33 000 migrants qui ont été observés au niveau des suivis des flux dans les différentes régions du Mali. Alors 33 000 personnes, c'est énorme. Alors on doit bien pouvoir imaginer, et nous les rencontrons dans le cadre de notre travail journalier au niveau de l'OIM, nous ou les partenaires avec qui nous fonctionnons, nous rencontrons des gens qui, au cours de leur périple, se retrouvent soit sans argent, soit on leur a confisqué leurs documents de voyage, soit on leur demande de payer plus pour continuer le voyage, et quand ils n'ont plus d'argent, éventuellement on leur demande d'autres services qui peuvent être liés à l'exploitation économique ou à l'exploitation sexuelle. Et puis aussi, comme ça a été dit précédemment, certaines personnes se retrouvent privées de liberté. Y a-t-il une différence entre la traite des personnes et le passage des clandestins? Ah oui, la différence, elle est énorme. Donc la différence, c'est clairement la contrainte ou l'absence de contrainte. Donc le passage des clandestins se fait, entre autres, quelque part dans une espèce d'accord entre la personne qui est sur la route et qui veut aller d'un point A à un point B, contre rémunération éventuellement. Donc c'est un service. Illégal, mais un service, en tout cas, à certains points de passage internationaux. Par contre, la question de la traite, et je le rappelle, et c'est ce que j'avais dit au début, englobe aussi le fait de ne plus avoir sa liberté, de ne plus avoir ses papiers, éventuellement de commencer à s'engager dans des activités pour lesquelles on n'était absolument pas prêt, et qui là sont des activités liées à l'exploitation. Monsieur Tandjougura, au Mali, qui sont les personnes qui sont les plus victimes ou susceptibles
susceptibles d'être victimes de la traite, que ce soit au niveau interne ou international? Bon, au niveau interne, j'ai écouté j'ai écouté le vice-président du mouvement Gambana. En fait, je pense qu'il faut peut-être disséquer en réalité. Il y a un type d'esclavage domestique qu'on a ici chez nous au Mali. Et je rappelle aussi qu'il y a eu le forum sur ces questions-là organisé par Think Peace, où beaucoup de gens ont réaffirmé leur volonté de rester dans ce statut. Il y a ça aussi, ça il faut l'affirmer. Et donc, je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Maintenant, la forme la plus répandue, c'est peut-être... Mais quand on regarde l'origine même de cet esclavage, est-ce que la migration n'a pas un lien? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont quitté des localités pour venir retrouver d'autres personnes et qui sont devenues leurs esclaves? Non, en fait, la région des Cailles a longtemps été une région esclavagiste par le fait que les Soninké, qui étaient des gros marchands d'esclaves depuis au temps colonial, on se rappelle, en 1908, il y a eu un décret colonial qui a interdit l'esclavage parce que l'administration coloniale voulait des main-d'œuvre dans le cadre du projet du chemin de fer ou dans le cadre de la culture de l'arachide, etc. Donc, dans la région des Cailles, l'esclavage a toujours existé. Maintenant, comment est-ce que ces esclaves ont été constitués? C'est soit suite à des razzias, soit suite à des ventes et d'achats, parce que c'était un vrai marché d'esclaves. Donc, c'est un esclavage très ancien, traditionnel, mais un esclavage domestique. Les esclaves appartiennent à des familles. Et donc, c'est cette forme d'esclavage qui a prévalu depuis longtemps. Maintenant, est-ce que c'est une forme de traite? Bon, l'esclavage en tant que tel, c'est contre les droits humains. Mais j'ai envie de dire que c'est un esclavage de statut avant tout. C'est-à-dire que vous avez un statut d'esclave et du coup, vous n'accédez pas à des promotions sociales telles que le fait d'être chef de village, le fait d'être élu ou de se marier avec des filles d'une certaine condition sociale. Donc, statutairement, vous êtes exclu de certaines promotions sociales. Il faut concevoir l'esclavage dont il parle. C'est vraiment en ce sens. Maintenant, il y a depuis un moment un mouvement qui veut s'émanciper de cette servitude sociale. C'est tout à fait légitime, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas faire penser comme si c'était de la violence quotidiennement exercée sur un type d'individu. Il y a un ordre social qu'on veut booster, qu'on veut casser, donc évidemment ça amène des tensions sociales. C'est un peu ça le phénomène d'esclavage dans la région dont il parle. Mais pour le cas des passeurs, je crois que, comme il l'a dit monsieur le représentant de l'OIM, c'est que les passeurs, c'est autre chose. C'est qu'ils vendent un service, c'est illégal. Maintenant, la traite, c'est quand on recrute une personne, comme c'est le cas dans certains pays arabes, on les ramène, on confisque leur passeport, on les fait travailler pendant des années, ils ne sont pas rémunérés et vous n'avez aucun moyen de fuir. On a vu également en France, donc c'est pour informer l'autre, qu'il y en a en France des réseaux de Nigérians, par exemple, qui sont ramenés et qu'on fait faire la prostitution. Parce qu'avant de quitter le Nigeria, on fait un rituel qui fait que quand vous dénoncez à la police, eh bien, le rituel s'abat sur vous. Donc, les filles ne racontent rien, elles subissent l'esclavage sexuel, donc elles remboursent des sommes énormes, souvent 7 fois plus. Et ça, c'est en France métropolitaine, en réalité. Donc, c'est pour vous dire que la forme est variée, mais ça existe un peu partout, que ce soit les pays développés ou les pays en voie de développement. Donc ça existe un peu partout en réalité. Les personnes victimes ou susceptibles d'être victimes? Alors, mais pour le cas du Mali, si on prend le cas du Mali, les personnes victimes, c'est tous ceux qui sont des migrants. Voilà, des migrants par exemple, des gens qui cherchent un lendemain meilleur, donc qui passent par des routes migratoires clandestines. Maintenant, ça c'est le cadre du trafic des migrants. Maintenant, pour le cas des traites, je disais qu'on a un problème de chiffres. Moi, je n'ai pas trouvé de chiffres sur le degré, n'est-ce pas, d'asservissement des types de populations et quelles sont les variantes. Ça, effectivement, je suis resté sur mes fins dans mes recherches parce que tout simplement, on n'a pas de chiffres produits sur les gens qui sont en situation d'esclavage, qui cherchent à s'émanciper, etc. C'est à travers ce mouvement qui est récemment né, le mouvement Gambana, qui est né à faveur du mouvement Timidria aussi. Je crois qu'il m'entend. Le mouvement existe au Niger également. C'est une ONG américaine qui soutient. Et donc, c'est là qu'on se rend compte peut-être de l'ampleur des populations qui sont asservies. Mais jusque-là, on manque de chiffres à l'échelle du Mali pour dire que voici tant de personnes asservis, pas les migrants, mais tant de personnes qui subissent la traite sur le territoire malien. Voilà. Marabata Diarra, alors est-ce que vous pensez que l'esclavage au niveau de la région de Caille, est-ce qu'il y a un lien entre cet esclavage et la migration?
Non, pas du tout, parce que ce que je venais dire, souligner un mot que le monsieur, c'est monsieur Tandjigoura, c'est monsieur qui encore? Fodje Tandjigoura. Voilà, Fodje Tandjigoura, le mot qui m'avait dit déjà qu'il n'y a pas de violence. Moi, je peux dire non. L'esclavage de la région des Cailles, c'est presque une discrimination raciale déjà. Je peux dire que c'est une discrimination raciale. La plupart des gens qu'on appelle esclaves, ce sont les migrants qui sont venus d'ailleurs de Ségou, de Bamako, de Sikasso. À l'époque, ils ne parlent même pas la langue soninké. Ça peut être des immigrants qui sont déplacés pour venir dans la localité des Cailles et ils ne comprennent même pas la langue soninké. Là, on leur donne une femme soninké, d'après, c'est leur esclave. Donc, cette femme, tous les enfants qu'il aura maintenant, ça sera l'esclave du maître. Donc, cette personne-ci, à qui on a fait marier une femme, il ne parle même pas la langue soninké. Lui, il est là avec tout le monde. Pour lui, c'est une gentillesse. J'aide mon logeur parce qu'il m'a fait du bien. Ben, finalement, ça reste le statut esclavage. Bon, s'il dit qu'il n'y a pas de violence, moi, je dis que ce n'est pas vrai. Parce que nous, on a des gens qui ont refusé cet statut-là et qui ont été poignardés. Il y en a beaucoup, même ceux qui étaient à Kati, 3 ou 4 personnes qui étaient à Kati à l'hôpital, ils ont eu des bras fracturés, des jambes fracturées qui étaient là. Il y a plusieurs personnes qui ont été aussi hospitalisées à Diema. Car quand même, il y a 105 familles, 105 personnes qui ont été déplacées de leur propre village, qui ont été battues et ligotées. Et si on dit qu'il n'y a pas de violence, je ne sais pas où on peut cesser la violence. Donc ces gens-là, ce n'est pas dû à l'immigration de l'extérieur, c'est juste les Maliens qui se déplacent d'un village ou d'une ville à l'autre, arrivent au Soninké, ils s'installent, on dit voilà, tu restes là, voilà une parcelle où vous pouvez l'exploiter. Moi, je sais bien mon grand-père, mon arrière-grand-père, il est venu à Diafoulou, de la région des Cailles, et à un moment donné, il est reparti à son village, il a laissé ses 3 enfants à son ami, pour dire qu'il va aller, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il doit le faire dans son village natal. Et malheureusement, il a eu un décès subit. Il n'a pas pu revenir. Ces enfants, comme nos 2 arrière-grands-pères, ils ont resté avec son ami. Et l'ami les a traités comme esclaves. Donc, il n'y a jamais eu de marché esclavage dans la région des Cailles. Jamais. Il n'y a jamais eu. Tous les gens qui sont là, ce sont les Diarra, les Konaté, les Traoré. Ce sont les gens qui ne parlent même pas soninké, qui sont revenus d'ailleurs. Alors, donc, ce n'est pas dans le marché esclavage qu'on les a eus. Ça, c'est déjà vraiment, c'est pas du vrai. D'accord, merci. Merci Marabata Fodje aura l'occasion de revenir sur cette question. Quelle est l'ampleur de la traite des personnes au Mali et à l'échelle internationale aujourd'hui, Pascal? Alors, à l'échelle internationale, j'aimerais rappeler que tous les pays à travers le monde sont touchés par les phénomènes de traite. On a parlé un tout petit peu de l'Afrique centrale et de l'Ouest, du Mali et puis de l'Afrique du Nord, et puis on a mentionné la France. Je pense qu'il est important de rappeler que partout à travers le monde, la traite existe. De rappeler aussi que c'est le 3e plus grand business après le trafic de la drogue et le trafic des armes de manière mondiale. Les chiffres des Nations Unies donnent une estimation de 20 millions de personnes qui sont en situation de traite à travers le monde. Ce qui est important à rappeler aussi, c'est qu'on a la tendance à penser que ce sont principalement des femmes. C'est effectivement le cas, mais ça touche également les hommes. Nos chiffres nous donnent 79% de femmes et de jeunes filles à travers le monde qui sont victimes de la traite, mais ça laisse quand même 21% d'hommes, principalement sur l'exploitation sexuelle et l'exploitation économique. Alors pour le Mali, et ça a été bien dit par monsieur le professeur, nous n'avons pas de chiffres très clairs. Nous avons des indications. Il y a des recherches qui ont lieu pour l'instant, entre autres une recherche qui a été mise en place par l'OIM l'année passée dans certains endroits et dans certaines régions particulières, entre autres les sites miniers. Les sites miniers où on retrouve un mélange d'exploitation économique, donc les travailleurs au sein des sites des mines d'or, qui posent d'autres problèmes qui, au demeurant, qui sont aussi les questions de la qualité du travail et du cadre qui est mis. Mais autour de ces sites miniers se retrouve aussi alors toute
un ensemble d'activités complémentaires qui poussent évidemment aussi à l'exploitation sexuelle. On a fait des recherches l'année passée sur certains sites. Il y a eu des chiffres qui sont sortis dans la presse, qui ont été commentés entre autres sur les jeunes filles originaires du Nigeria. On a parlé d'un chiffre énorme. Ça demande à être vérifié. C'est vrai que sur certains sites, on imaginait qu'il y avait une centaine de jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle. Si on se dit qu'il y a 200 sites miniers possibles, on fait une multiplication, mais ce serait trop simple et absolument pas scientifique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans les recherches qui permettent de savoir combien exactement, où exactement. Et je pense que pour ce faire, il est vraiment nécessaire de mettre en place des mécanismes de coordination au niveau national, ce qui est fait, entre autres, par le gouvernement malien, avec la mise en place du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Je pense que c'est important. Les questions de traite sont aussi des questions transversales qui doivent toucher le ministère de l'Emploi, le ministère de la Solidarité, les ministères de la Défense et autres, mais aussi une coordination au niveau international. Voilà, on a beaucoup parlé de la région de Caille et des mouvements internes qui sont un premier mouvement, mais il y a évidemment les mouvements transnationaux et là ça demande effectivement une coordination sur une meilleure connaissance des phénomènes et deux, une meilleure réponse à pouvoir donner. Je rappelle, et je pense que c'est important, au niveau de la traite, ce qui est important, c'est de faire de la prévention. Ça, c'est la première chose. Donc, la meilleure manière de faire en sorte qu'il y ait moins de traite, c'est de faire de la prévention auprès des victimes potentielles. La deuxième, quand on trouve des victimes, c'est de pouvoir les protéger, de mettre en place des mécanismes qui permettent la protection de ces victimes, qui éventuellement sont victimes et sont venues sujettes à la traite de par leur propre communauté. Ça, c'est important aussi. Donc, on doit pouvoir mettre en place des centres d'accueil qui répondent à ce besoin de protection. Et le troisième point, et il est tout aussi important, ce sont les poursuites. Les poursuites auprès des personnes qui sont les trafiquants au niveau de la traite. Et en général, ce troisième point ne peut que rarement se faire juste au niveau national. Il demande en général d'être mis en place avec une coordination judiciaire internationale, puisque les réseaux qui sont mis en place sont des réseaux qui dépassent de loin les frontières d'un seul pays. Justement, le protocole de Palémé recommande aux États signataires de prévenir le trafic des êtres humains, spécialement des femmes et des enfants, ainsi que de poursuivre et réprimer les trafiquants, favoriser la coopération entre États afin de combattre la traite plus efficacement, protéger les victimes de la traite et informer le public. Est-ce que ces recommandations sont réalisées aujourd'hui, notamment au Mali ? C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Je pense qu'il faut pouvoir le faire de manière encore plus large. Donc, ne fût-ce que cette émission, j'espère qu'elle sera écoutée, qu'elle sera entendue. Bien sûr, d'un côté, par les décideurs politiques, les gens qui mettent en place les réponses, mais aussi par les victimes potentielles et les gens qui les entourent. Je pense que le message qui est vraiment important à faire passer, c'est que tout le monde peut un jour se retrouver en situation d'exploitation, qu'il faut faire très très attention, entre autres, aux promesses de travail facile à l'étranger, parce qu'il n'existe pas de travail facile à l'étranger, que ce soit dans la migration régulière ou dans la migration irrégulière, et qu'il faut toujours prendre plusieurs avis avant de s'engager, que ce soit sur les routes migratoires, qu'elles soient régulières ou irrégulières, pour partir ailleurs, vers un avenir meilleur. Et ça, c'est un travail qui doit se faire au niveau de chacun d'entre nous. On doit en être conscient nous-mêmes, se dire qu'on risque d'être victime, mais on doit aussi pouvoir regarder autour de soi et reconnaître les signes d'une victime éventuelle, comme c'est fait par les associations, et c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. À votre avis, au Mali, la prévention, la protection des victimes, la collaboration entre les États, est-ce une réalité ? Par contre, je sais quand même qu'il y a une loi quand même qui est en cours d'élaboration contre la traite des personnes et également les associations évoquées par Pascal. Et maintenant, est-ce qu'au niveau de nos États frontaliers, est-ce que la collaboration est aussi étroite ?
Donc c'est un peu un problème parce que le Niger, je pense que le Niger est un peu plus en avance, n'est-ce pas, que nous. Parce que le Niger a fait voter une loi en 2015, n'est-ce pas, qui criminalise la traite des migrants. Donc beaucoup de passeurs ont été emprisonnés et leur économie s'est effondrée. Le Niger a vraiment pris le vent en 2015. Donc au Mali, je pense que nous sommes là-dessus aussi, et timidement, mais je pense que si la collaboration entre les associations, la mise en place d'une loi qui protège, n'est-ce pas, qui combat ce phénomène-là, lorsqu'on aura réussi tout ça, je pense qu'on pourrait dire que le Mali a fait un grand pas dans la lutte contre la traite des personnes. Donc en revenant à l'intervenant, à notre cher collègue, en fait, bon, c'est juste pour lui dire que moi, je suis contre la violation des droits humains, de façon générale. Le marché d'esclaves à Kaï Médine, les vestiges existent encore. Donc, on acheminait les esclaves, on les vendait, on les ramenait vers la forêt, n'est-ce pas, ou vers les zones aurifères. Donc, ça a toujours existé. J'ai juste envie de dire que il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Voilà. Et le type d'esclavage qui était essentiellement statutaire, c'est-à-dire que c'est des migrants qui ont vécu dans des pays où les droits humains sont beaucoup plus respectés, qui ont essayé de constituer soit des groupes WhatsApp pour essayer quand même de conscientiser une masse large de population que le phénomène n'est pas normal, ce qui est tout à fait bien. Maintenant, dire que cet esclavage, c'est quand on l'évoque en Europe, moi j'ai des collègues universitaires européens qui pensent que c'est le même type d'esclavage que les pays de l'Europe du bassin de la Méditerranée, où les esclaves étaient sur des gros chantiers, où on les faisait châtier. J'ai envie de dire que ce n'est pas cette image qu'on a, c'est un type d'esclavage domestique et statutaire. Donc les gens qui se révoltent contre le statut d'esclave, effectivement, ça ramène des remous. Sinon, il y a des esclaves qui ont dit qu'ils veulent rester dans leur statut d'esclave parce qu'ils en tirent des avantages. Donc ça, il faut le dire également parce que les esclaves appartiennent à des familles qui les entretiennent également. Et tous ne sont pas issus de migration également. Il faut le dire. C'est-à-dire que quand un étranger arrive dans un village, on ne le connaît pas. On pense que c'est peut-être un gars d'une situation sociale assez modeste, donc on lui donne une fille et ses descendants sont traités d'esclaves. Mais il y en a qui sont effectivement des esclaves, pris dans des combats ou vendus, achetés, etc. Et ça existait dans le bassin du fleuve Sénégal. Et je rappelle que cette traite, en termes de chiffres, les Nations Unies avancent le chiffre de 32 milliards de dollars que ça génère par an. Et ça reste le troisième crime après la drogue et les armes. Donc c'est quand même extrêmement important pour dire que nous sommes en face d'une situation énorme, mais qui ne saute pas aux yeux. Et donc nous devons tout faire pour aller vite dans la mise en place des instruments de lutte contre cette traite des personnes. Monsieur Diarra, est-ce que vous pensez que les candidats à la migration irrégulière au Mali sont conscients de ces risques de traite de personnes? Bon, ils sont conscients, mais ils sont bien sûr, ils sont tellement sûrs d'eux, parce que nous sommes dans un pays où il y a toujours des pots de vin, hein. Sinon les gens qui traitent ce genre de pratiques, ils sont vraiment conscients du danger. Mais pour eux, ils ne pouvaient pas être arrêtés parce que ils sont avec des hauts gradés aussi, hein. Ils sont ensemble avec des hauts gradés, hein. Bon, je dis pas ça. Est-ce qu'ils sont conscients que les passeurs souvent peuvent les utiliser? Non, parce que c'est le gros mensonge qu'ils sont en train de le dire, que aille là-bas pour aller chercher du travail, il y a du travail pour tout le monde. Il y en a même qu'on les donne des adresses, dès que tu arrives seulement à l'aéroport, il y a telle personne qui vient vous joindre, et puis vous avez du travail assuré. Les personnes, les victimes même ne sont pas au courant que c'est après leur arrivée à destination qu'ils seront surpris. Ça, je suis d'accord. Ça, ce n'est pas en France, c'est dans les pays arabes et autres, mais en France, non, ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux dire... Pardon. Oui, par rapport à l'esclavage, on y reviendra. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de sensibilisation pour que les candidats puissent maîtriser, comprendre ces questions?
Alors avant de répondre à cette question, je voudrais simplement clarifier qu'il existe au Mali une loi qui date de 2012, qui est la loi 2012-023, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale sur la lutte contre la traite. Voilà, donc elle a déjà un certain âge. En même temps, il y a un plan d'action 2018-2022 qui a été défini par entre autres le comité de lutte contre la traite. Donc, comme on dit, c'est un travail qui est en route. Mais qui va toujours moins vite que les réseaux. Les réseaux ont toujours, et c'est un des principes de la criminalité internationale, ont toujours un coup d'avance. Alors, est-ce qu'il y a assez de choses qui sont faites ? Non. Est-ce qu'on peut mieux faire ? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'on doit pouvoir aller dans les communautés, aller auprès des gens, se retrouver sur les routes migratoires aussi, simplement pour rappeler les dangers. Ça a été dit par les autres intervenants. Les gens qui partent, ils savent éventuellement que ça va être compliqué, qu'ils vont avoir affaire à des passeurs. Ils ne s'attendent pas du tout à se retrouver dans des situations d'exploitation sexuelle ou d'exploitation économique. Ils sont prêts à prendre des risques vis-à-vis du désert, vis-à-vis de la mer, vis-à-vis des passages frontaliers qui peuvent être délicats, mais ils ne sont pas du tout conscients de ce risque qui est beaucoup plus grand encore. Alors l'autre point que j'aimerais rappeler aussi, c'est le besoin de coopération transfrontalière. Je crois qu'il est important de rappeler aussi que les zones frontalières peuvent aussi être des zones d'identification des victimes potentielles. Et à ce niveau-là, il est vraiment nécessaire de pouvoir mettre en réseau et en contact les autorités d'un côté et de l'autre côté des postes frontières, afin qu'elles jouent aussi leur rôle d'identification possible des victimes et puis de référencement de ces victimes auprès d'autres services. Ce ne sont évidemment pas les gardes frontières qui vont gérer les victimes. Elles vont pouvoir éventuellement les identifier et ensuite pouvoir les référer à d'autres organismes. Alors moi, j'aimerais simplement rappeler, si vous me le permettez, qu'en 2019, l'OIM a donné une formation à 290 agents de police qui ont été formés à la reconnaissance, à la connaissance de ce qu'est la question de la traite, à la reconnaissance et à l'identification éventuelle des potentielles victimes de la traite, et ensuite à un mécanisme de référencement qui doit pouvoir permettre alors par la suite, avec ces victimes potentielles, de définir si elles sont effectivement victimes, et quels sont leurs besoins et comment y répondre. Et je crois que ça, c'est important. L'autre point aussi, je l'avais mentionné, mais je pense que les centres d'hébergement pour victimes, c'est une clé aussi. Je crois que c'est un leurre de penser qu'une personne qui a été victime, qui s'est retrouvée dans une situation délicate, va pouvoir être reprise et remise auprès de sa famille ou de sa communauté de manière souple. C'est pas une évidence, surtout quand on a été victime d'exploitation sexuelle, mais aussi quand on a été victime d'exploitation économique. Ceux qui ont été victimes d'exploitation économique, ils sont partis avec l'espoir de leur communauté et ils reviennent éventuellement sans rien et avec des besoins complémentaires. Et ceux et celles qui ont été victimes d'exploitation sexuelle, là, il y a un risque, de rejet de la part de la communauté, un besoin de reconstruction au niveau de ces personnes-là, que ce soit physique ou mental, donc il y a un besoin d'accompagnement. Et à ce niveau-là, j'aimerais aussi mentionner que nous avons, assisté juste sur l'année dernière, 337 victimes potentielles de la traite. Je dis potentielles parce que ce n'est pas encore avéré. Au Mali, des personnes qui sont de retour au Mali. Et nous avons aussi formé 18 agents dans les centres d'hébergement aux questions de protection, aux questions de confidentialité et aux questions d'écoute de ces victimes. Que ce soit l'exploitation sexuelle ou économique, qui sont généralement les trafiquants? Est-ce les passeurs seulement? Est-ce les groupes armés également? Non, ce sont des groupes criminels. Donc ce sont des groupes criminels et donc là où il y a de l'argent, le chiffre a été mentionné, le business est énorme. Là où il y a de l'argent, il y a toujours des alliances entre les différents groupes criminels, les groupes qui ont intérêt à faire de l'argent. Donc j'ai pas de réponse claire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui, dans
la coopération judiciaire sont là pour savoir de qui on parle. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont présents partout à travers le monde, qu'il y a des connexions entre les uns et les autres. On a parlé des deux autres trafics, la question de drogue, les questions d'armes. Il n'y a rien qui empêche en fait ces types de criminels-là d'avoir des liens avec les personnes qui s'occupent soit des migrants, soit des questions de traite, et donc qui sont les trafiquants, et qui sont liés à toutes les autres personnes qui ont soit besoin d'argent, soit besoin d'armes, soit besoin d'avoir un pouvoir sur d'autres personnes. Comment prévenir cette traite des personnes au Mali si, malgré cette loi qui a été prise depuis 2012 et que d'autres mesures, et malgré les formations qui sont organisées, la situation persiste toujours? C'est un peu ça, hein, comme il a rappelé Pascal, les trafiquants ont toujours une longueur d'avance. Hein, c'est un peu ça. Mais je pense que malgré tous ces efforts, je pense qu'il y a une sous-information jusque-là. Hein. Parce que si on regarde les zones de départ de beaucoup de migrants clandestins, il faut qu'il y ait des campagnes soutenues de sensibilisation, non pas sporadiques comme on a l'habitude de le faire. On fait des campagnes sur 2 ou 3 semaines, mais il faut vraiment des campagnes soutenues sur de longues périodes, et aussi ne pas se limiter à des migrants potentiels, mais aussi à toute la chaîne, n'est-ce pas, tout l'entourage du migrant qui produit la pression sur le migrant pour partir. Je crois qu'il faut sensibiliser tous ces gens-là. Et aussi, il faut, n'est-ce pas, faire en sorte que entre les frontières, entre les États, qu'il y ait une collaboration, comme l'a rappelé Pascal, parce que certains États sont en avance plus que d'autres. Et les zones frontalières, qui sont des zones poreuses, doivent être l'objet de beaucoup d'attention. Et donc, malgré tout, malgré la loi, malgré l'existence d'associations de lutte, il y a quand même le phénomène. Mais je pense que l'effort doit être poursuivi par une formation continue et aussi par l'actualisation permanente des connaissances sur les techniques, les pratiques et les routes. N'est-ce pas? Je pense que l'OIM a fait beaucoup de travail sur les points de sortie, n'est-ce pas, des migrants. J'ai appris récemment qu'il y avait Gogi aussi qui était dedans, qui dans d'autres temps n'était pas soupçonné comme zone de sortie. Donc, je pense qu'il faut actualiser également les connaissances et faire en sorte pour outiller les associations et les forces de sécurité pour démanteler les réseaux et lutter contre ceci. Par rapport à cette information, surtout les autorités elles-mêmes, vu que c'est un phénomène clandestin, est-ce qu'elles sont suffisamment conscientes, elles sont informées de cette situation? Non, sur la traite, les autorités sont informées parce qu'il y a des protocoles au niveau de la CEDEAO, au niveau des régionales qui luttent contre ça. Et il y a comme c'est dans tous les domaines, il y a des instruments qui existent, on fait de formation. En fait, il faut que ce soit traduit dans la réalité pratique. Justement, si elles sont informées, pourquoi ce n'est pas suffisamment traduit dans la réalité? J'imagine qu'on va toujours évoquer le manque de moyens. Voilà. Sinon, il y a des instruments au niveau de la sous-région et il y a des formations au niveau de la police des frontières, en tout cas c'est le cas au Niger. Mais malgré tout, ça continue. Et donc, je vais dire, soit on parle de manque de moyens, soit on parle de questions de priorité. Lorsqu'on parle du Mali, on va dire que la priorité, c'est la question sécuritaire. Donc, c'est un peu ça. C'est pour vous dire qu'en réalité, les instruments ne manquent pas, mais sa traduction auprès des populations, auprès des associations, pour diminuer le phénomène. Et il faut l'évaluer aussi. Il y a cela aussi parce que l'un des principaux problèmes, c'est le manque de chiffres. Lorsqu'on enclenche une action, au bout de 2 ou 3 ans, il faut l'évaluer pour savoir si c'est efficace. Donc je pense que si on fait ça, on peut savoir si la sensibilisation a porté fruit ou bien si la formation des forces de défense et de sécurité a porté ses fruits. Voilà. Par rapport aux priorités et aux moyens, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Je pense qu'il faut aller auprès des populations, auprès des communautés, trouver des relais dans ce qu'on appelle la société civile d'un côté, les autorités de proximité d'un autre côté. Bon, ça a été rappelé, c'est un défi général, pas juste sur cette thématique-là, que de pouvoir quelque part faire en sorte que tous ces différents acteurs soient de manière régulière et de manière structurelle informés sur la réalité de la traite et sur les dangers qui y sont liés. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'engager au sein des communautés les relais, les leaders dans les communautés qui, eux, sont écoutés. Ça peut être des leaders de la jeunesse, comme ça peut être des leaders traditionnels qui peuvent être écoutés par le reste
reste de la communauté. Malheureusement, les questions de traite, comme je l'ai rappelé aussi, sont souvent liées aux questions de migration et dans ces régions aussi aux questions de migration irrégulière. Et je crois qu'il y a, à certains égards, une espèce d'incitant de la communauté aussi, dans certaines régions en tout cas, à dire il faut que tu partes parce que ça va aller mieux ailleurs et tu pourras contribuer au bien-être de la communauté. Ce que nous disons, nous, ce que je dis moi, je dis effectivement, si c'est une possibilité, il faut le faire, mais il faut que ce soit cadré. Donc nous sommes en faveur d'une migration sûre, régulière et ordonnée, parce que la migration irrégulière, elle vient avec tous les corollaires négatifs, dont les questions de traite et les questions de trafic. Donc les questions de trafic, elles sont importantes aussi parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à devoir payer des sommes énormes et qui glissent tout doucement, sans s'en rendre compte aussi, vers ces questions de traite parce qu'elles doivent rembourser leurs dettes. Donc, est-ce qu'il faut il faut aller au plus près des communautés. Je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'émissions comme celle-ci au niveau des radios qui sont écoutées. On doit pouvoir travailler aussi au niveau des médias sociaux qui sont aussi regardés de plus en plus. Et puis, je suis absolument d'accord pour dire il faut probablement arrêter de faire des campagnes qui sont limitées dans le temps. Il faut pouvoir avoir une approche structurelle et faire des évaluations. Simplement pour dire, et on le sait, c'est pas facile l'évaluation dans ce genre de thématique. En fait, quand on fait l'évaluation dans ce genre de thématique, on fait surtout un monitoring des actions qui ont été prises. On a du mal à calculer les effets, mais je pense que si on veut calculer les effets, l'effet principal qu'on doit pouvoir avoir, c'est se dire on a donné l'information à X personnes. Parce qu'il faut que les gens soient informés. Après, il y en a qui continueront à faire des mauvais choix, qui continueront malgré tout à être exploités, mais en même temps, ils auront pu voir les signes et je suis convaincu qu'il y en a une grande partie alors qui ne s'engageront pas sur le fait de devenir victime éventuelle. Alors, M. Diarra, est-ce que vous pensez que si les candidats à la migration irrégulière sont mieux informés, ça pourrait réduire le nombre de personnes victimes de cette traite des personnes? Non, ça ne va jamais réduire, ça va toujours continuer parce que ce phénomène, c'est comme un animal assoiffé. Parce qu'il est dans un état très, très... Donc vous pensez que même si les candidats sont informés, ils vont quand même partir à travers... ils vont s'engager dans la migration irrégulière? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des situations très, très difficiles. Ils ne croient à rien, tout ce qu'on leur dit. La seule chose qui peut nous aider, sensibiliser les ambassades. Parce qu'une seule personne passe 5 ou 6 passeports, aller dans l'ambassade, demander un visa, et l'ambassadeur doit se poser des questions. Pourquoi 5 passeports, 6 passeports dans votre main, et les autres sont pour faire quoi? Donc, si les ambassadeurs ils ont été bien sensibilisés de ne pas donner de visa à des gens qui vont à l'étranger, qui vont se mettre en danger, là, ça réduit. Mais si c'est la population, ça ne va jamais changer. Parce qu'une seule personne, 5 000 € pour aller en France, 6 000 € pour aller aux États-Unis, donc, et là, même s'ils n'ont pas cet argent-là, ils vont même aller chercher du crédit ailleurs, même s'ils vont hypothéquer leur maison ou les maisons de leurs parents pour y aller. Mais la seule chose qui peut nous aider à réduire ces phénomènes-là, ce sont les ambassades. Les ambassades sont bien au courant. Ils sont au courant. Ok, donc au-delà de la sensibilisation, M. Tandjougoura, est-ce qu'il faudrait également penser à des programmes de développement locaux? Parce qu'il l'a dit tout de suite, même s'ils sont sensibilisés, vu qu'ils n'ont pas de moyens financiers, ils ont des problèmes d'emploi, ils risquent de partir. Oui, en fait, il faut, concomitamment à la sensibilisation, il faut également des activités qui puissent fixer ces populations potentiellement migrantes. Je crois qu'il faut répertorier des potentialités dans ces zones de départ qu'on peut mettre en valeur pour faire intéresser les jeunes. Mais il y a un autre phénomène, c'est que l'école ne symbolise plus la promotion sociale. Donc les jeunes voient ces migrants-là comme un modèle de réussite.
Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est qu'ils sont dans une situation difficile, mais c'est la pauvreté. Moi, je pense que pour financer 3 000, 5 000 euros, 7 000 euros, ce n'est pas des pauvres qui peuvent faire ça. Je pense que là, beaucoup de ces jeunes qui partent, ils ont à manger, ils ont des téléphones de luxe de dernière génération, mais ils veulent quand même partir parce que le modèle de réussite, ce sont ces aînés-là. Et malheureusement, l'école ne symbolise plus la réussite. Donc, pour y pallier, concomitamment à la sensibilisation, il faut mettre en valeur des ressources au niveau local, financer des projets, les suivre avec des communautés, pas des ONG, mais vraiment des communautés. Est-ce que l'OIM pense à ces différentes activités qui pourraient aider ces candidats? Oui, bien sûr. Et je pense que je suis absolument d'accord avec ça. Je crois qu'il faut pouvoir revaloriser aussi les questions de développement ici. Je crois qu'il faut pouvoir mettre en place des mécanismes de migration légale aussi. Il n'y a rien qui l'empêche. Enfin, c'est le dialogue qui doit le permettre. Et je pense qu'il faut pouvoir travailler en parallèle aussi. Je serais moins négatif que certains autres intervenants. Je pense que certaines personnes, et j'en suis convaincu, qui nous écoutent aujourd'hui, ils regarderont à 2 fois avant de s'engager suite à certaines promesses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas, mais ça veut dire qu'ils feront plus attention. Merci beaucoup Pascal Reichens, chef de mission OIM au Mali, de l'OIM au Mali. Fodie Tandjigoura, chef du département sociologie à l'université de Bamako, spécialiste de la migration, et Marabata Diarra, vice-président de l'association Gambana, qui était au téléphone. À la régie, vidéo et audio, Salim Diouara et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.